Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Chaque semaine, nous vous proposons de revivre les grandes énigmes judiciaires qui ont fait l'actualité de ces dernières années. Drames passionnels, disparitions mystérieuses ou meurtres en série, nous referons l'enquête pour vous. Sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. Paris, le 3 février 2009. Patrick Trémaux, 46 ans, est face au juré. Déjà condamné et emprisonné pour des viols, il doit répondre de nouveaux actes criminels. Comment celui que l'on surnomme le violeur des parkings a-t-il pu récidiver? Livermore, en Californie, le 11 juin 1991. Jessica McHenry, 14 ans, disparaît alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps est finalement retrouvé, brûlé et à moitié dénudé. Sa famille arrivera-t-elle à obtenir la vérité sur ce crime odieux? Entre 1993 et 2005, plus de 15 femmes se sont fait violer dans des parkings souterrains parisiens. À chaque fois, le même mode opératoire. Leur agresseur les repère, les suit et les viole dans l'obscurité en leur chuchotant des mots tendres. L'enquête conduit les policiers à un homme, Patrick Trémaux. Récidiviste, déjà condamné par le passé, il avoue ses crimes sans difficulté. La presse s'empare de l'affaire. Pourquoi n'a-t-il pas été suivi à sa sortie de prison? Ces nouveaux viols auraient-ils pu être évités? Patrick Trémaux, le violeur des parkings, un portrait inédit dans Chronique criminelle. Paris, milieu des années 90. En l'espace de quelques mois, une quinzaine de jeunes femmes sont sauvagement violées dans des parkings souterrains. Étrangement, ces affaires ont d'énormes similitudes. On a la sensation qu'il y a un prédateur sur notre secteur. Mais faute d'indices, il faudra 2 ans à la police pour neutraliser l'homme qui terrorisait la capitale. Un redoutable prédateur sexuel. Je sens cette masse physique, ces muscles, il fait peur. On passe du mec normal à un tueur. On sent une violence extrême. Donc moi j'ai été, pendant tout le temps de mon agression, persuadée que j'allais mourir. Un violeur en série considéré comme ultra dangereux, mais qui va pourtant récidiver 10 ans plus tard à peine, juste après sa sortie de prison. Voilà un type qui est déjà passé 2 fois devant une cour d'assises. Il ressort, 1 mois après, il recommence. À l'époque, la justice se retrouve propulsée sur le banc des accusés. Pour ses nombreuses victimes, il y a eu défaillance majeure dans le suivi de ce criminel sexuel. Ça sert à rien si il ressort à 50 ans, encore une fois, en ayant les mêmes pulsions, les mêmes envies, la même envie de casser les femmes. Policièrement parlant, on a fait notre travail. Est-ce que la justice a fait le sien? Toute la vérité, elle est là. Une enquête policière difficile, un dossier ultra sensible, des victimes encore sous le choc. Voici l'histoire du violeur des parkings, l'un des scandales judiciaires les plus retentissants de ces dernières décennies. Printemps 95, dans l'Est parisien. Une femme est violée par un inconnu dans les sous-sols de son immeuble. Pour les forces de l'ordre, c'est le cauchemar. Plus de 11 agressions recensées et toujours pas l'ombre d'une piste sérieuse. Pourtant, ce jour-là, la victime va livrer aux policiers un indice capital. Un indice qui va enfin leur permettre d'identifier ce redoutable pervers qui s'attaque en pleine nuit à des femmes seules et sans défense. Une chasse à l'homme qui a commencé presque 2 ans plus tôt. Paris, au soir du 14 juin 1993. Nous sommes dans le 11e arrondissement de la capitale. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été parisien. On est dans un quartier situé entre la Bastille et le cimetière du Père-Lachaise. Donc vous avez cette grande et longue rue de la Roquette. Le secteur de la rue de la Roquette. Un quartier parisien très animé en cette période de l'année. Beaucoup de bars ouverts la nuit, énormément de gens dans les rues. Beaucoup d'activités nocturnes, donc beaucoup de personnes, notamment beaucoup de jeunes femmes qui rentraient tard le soir. Parmi les jeunes femmes qui vivent à cet endroit, une certaine Agnès. Elle habite rue Servant, à 2 pas de la rue de la Roquette. Elle a 24 ans, elle est très jolie, elle est brune, c'est une jolie nana qui est serveuse dans un bar-restaurant.
Ce jour-là, elle quitte donc son travail aux alentours de minuit. Une fois arrivée, elle se dirige vers l'ascenseur et c'est là qu'elle rencontre, qu'elle croise un homme, pensant que c'était un individu qui attendait comme elle l'ascenseur. Sur le moment, la jeune femme ne prête aucune attention à cet inconnu. Une fois dans l'ascenseur, Agnès s'attend à monter pour rejoindre son appartement situé au 4e étage. Et c'est là où cet homme, cet individu lui dit « Non, 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 j'ai besoin de descendre au parking ». Donc, ils descendent tous les deux au parking. Au moment où la porte s'ouvre, l'homme lui plaque la main sur le visage. Agnès est poussée brutalement hors de l'ascenseur. Elle ne le voit pas parce qu'il est derrière. Il la tient, il lui parle, il lui fait des compliments. Enfin, il est très bizarre. Agnès est victime d'attouchement. Malgré cela, elle parvient à se débattre. Elle va réussir à fausser compagnie à son agresseur. Elle court dans l'escalier et c'est là où il la rattrape. Et là, il la viole, mais brutalement, violemment. Elle va subir vraiment un viol épouvantable dans cette cage d'escalier. Dans l'obscurité, impossible de distinguer le visage de son agresseur. Et lorsqu'Agnès reprend ses esprits, l'homme s'est volatilisé. Elle se retrouve tard dans la nuit, violée, déshabillée. Elle a vécu l'enfer pendant une demi-heure, en se disant qu'à un moment donné, il allait peut-être la tuer. Il en imposait parce qu'il y avait une violence, une très grande violence qui émanait de lui. Elle se demande ce qui s'est passé, elle se demande si c'est réel ou pas. Mais le problème qu'on a, c'est que souvent, les femmes n'osent pas porter plainte. Dans un premier temps, elle va se confier à ses proches qui l'incitent à aller déposer plainte car les faits sont très graves. Le viol. Un crime passible de la cour d'assises. L'affaire est aussitôt confiée à la 4e division de la police judiciaire, la 4e DPJ, compétente dans ces quartiers de l'Est parisien. Nous avions donc trois arrondissements, le 11, 12 et 20e arrondissement de Paris. C'est un secteur assez criminogène. À l'époque, nous traitions principalement des affaires de viol et d'agression sexuelle, avec quelques vols à main armée également. Mais dans sa plainte devant la 4e DPJ, Agnès est incapable de décrire précisément son agresseur. Ça restait assez vague, c'était pas grand-chose, un individu type européen, entre 25 et 35 ans, une corpulence assez costaud. Policièrement parlant, un signalement comme ça vaut rien. D'autant que j'ajoute qu'elle n'a pas vu son agresseur, il s'est toujours arrangé pour être derrière elle. Un détail quand même l'a beaucoup marqué, ce sont ses mains, des mains fortes et puissantes. Faute d'éléments plus concrets, la PJ va passer les lieux au peigne fin à la recherche d'empreintes digitales. C'était les moyens de l'époque, hein. Tous les policiers, on a sorti des belles affaires même avec ces moyens-là. C'était une autre technique d'enquête. Nous avons l'intervention de l'identité judiciaire pour essayer de relever les empreintes. Mais il n'y a sur les lieux de l'agression aucune trace exploitable. Quant à la science de l'ADN, elle n'en est en 1993 qu'à ses balbutiements. On le prélève uniquement dans les affaires criminelles graves, des crimes de sang essentiellement. C'était vraiment quelque chose qui commençait à poindre, mais ce n'était pas notre outil de travail principal comme maintenant. Difficile pour les policiers d'identifier l'agresseur d'Agnès. D'autant que celui-ci a pris soin d'utiliser un préservatif. Sans compter l'absence de la vidéosurveillance qui aujourd'hui aide énormément à élucider des affaires criminelles. Il n'y avait pas de caméra dans les halls d'immeubles, il n'y avait pas de caméra dans les rues, il n'y avait de caméra nulle part. À part ce signalement un peu vague, ils ont vraiment très peu de choses. Pas de témoins visuels, aucun élément matériel. Très vite, l'enquête de la 4e DPJ se retrouve dans une impasse. Quelques semaines plus tard, une autre jeune femme est violée dans les sous-sols d'un immeuble du 20e arrondissement, toujours dans l'Est parisien. Mais les policiers n'ont pas assez d'éléments pour faire le lien entre la première affaire et la deuxième affaire. À ce stade, rien ne permet de faire de rapprochement entre ces deux agressions parmi les dizaines de viols commis chaque année à Paris. Car les policiers sont très loin d'imaginer que ces deux viols, dans des parkings, vont signer le point de départ d'une incroyable chasse à l'homme.
Début de l'été 94. Voilà un an que la 4e DPJ enquête sur 2 viols perpétrés dans des parkings sans avoir pu déterminer s'il y avait un ou 2 auteurs différents. Le 16 juin, pourtant, cette affaire va changer de dimension. Une 3e femme est victime d'une agression très similaire, un peu plus au nord, dans le 20e arrondissement de Paris. Elle est abandonnée dans sa voiture, nue, avec le t-shirt qui lui sert de bandeau sur les yeux. Les policiers vont immédiatement transmettre sa plainte à la 4e division de police judiciaire. Et je prends en charge cette affaire, étant donné que je suis le chef de groupe d'un groupe d'enquête qui est en charge des affaires de viol. À cette époque, le commandant Gérard Bousquet est l'un des officiers les plus expérimentés de la PJ parisienne. Son quotidien, homicide, braquage, trafic en tout genre, ainsi que de nombreuses agressions sexuelles qui, à elles seules, représentent la moitié des enquêtes traitées par ces hommes. La victime est âgée de 26 ans. Elle s'appelle Anne Bordier. Elle vient de vivre une nuit terrible, une nuit d'enfer. Anne est pétrifiée, elle a les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent. Ce jour-là, la jeune femme va faire à cet officier de police un récit glaçant de son agression. Anne Bordier rentre dans le parking et en fait, elle est abordée par cet individu par l'arrière. Et là, il sort un couteau. Elle a cru qu'elle allait mourir. Tétanisée par la peur, la victime est incapable de résister. Elle se retrouve immobilisée sous la menace de l'arme blanche. À partir de là, il reste derrière, il sort donc un préservatif et donc il la violente. Chose plus étonnante pour la police, l'homme aurait par la suite engagé une étrange conversation avec elle. L'individu lui murmure des mots gentils. C'est ce genre de détails qui au départ nous surprend parce que c'est pas courant par rapport à nos affaires de viol habituelles. Il lui parle d'une manière tendre, après l'avoir immobilisé d'une manière violente. Mais un autre élément, dans la déposition d'Anne Bordier, va retenir l'attention des enquêteurs. Il avait une grosse paluche, c'est-à-dire que quand il mettait la main sur le visage de la fille, donc elle s'apercevait que le gars avait des doigts très forts et très puissants. Un agresseur aux mains surpuissantes. Un détail qu'Anne Bordier évoquera même quelques années plus tard sur un plateau de télévision. Très large, très grosse, très importante. Puisque d'une main, il était capable de couvrir du menton jusqu'au nez. Immédiatement, la 4e division de police judiciaire fait le lien avec 2 précédentes affaires. Ces 2 premiers viols commis un an plus tôt dans les mêmes secteurs de la capitale. Étrangement, ces affaires ont d'énormes similitudes, à savoir le même mode opératoire, des parkings, de jolies femmes. Un scénario quasiment identique qui a laissé les 3 victimes traumatisées. Pourtant, sur le moment, la 3e victime a fait preuve d'une incroyable lucidité. J'ai cherché à ce qu'il laisse des empreintes un maximum d'endroits. J'ai cherché à ce qu'il laisse des indices au maximum, et ainsi de suite, puisque je ne pensais ne pas en réchapper. Malheureusement, l'agresseur ne laisse aucun indice. Mais faute d'empreintes digitales, la police va alors tout miser sur les rares éléments qui pourraient permettre d'identifier l'agresseur. On en revenait à cet individu costaud, trapu et avec des très grosses mains et très puissant. On a la sensation qu'il y a un gars qui a un prédateur sur notre secteur. Ça devenait une enquête vraiment extrêmement sérieuse et qui sortait de l'ordinaire. Une enquête qui va mener les hommes de la PJ parisienne, plusieurs mois durant, sur les traces d'un redoutable violeur en série. À l'été 94, les 3 victimes sont toutes réinterrogées par la police. Les enquêteurs veulent affiner le portrait robot du suspect. Aurait-elle remarqué chez lui, en plus de ses mains, d'autres signes particuliers? Les victimes ont pu apercevoir un bref instant le regard de l'agresseur. Un regard presque insoutenable et qui impressionnait énormément les victimes. Mais comme les victimes n'ont pas réellement vu le visage de leur agresseur, donc on est quand même dans l'approximatif. Un regard terrifiant. Des mains d'une force rare. Des agressions commises de dos, dans des parkings. Pour la police, c'est désormais une certitude. Ces 3 femmes ont été abusées par le même individu. Mais son signalement demeure bien trop vague pour être exploité. Quant à son comportement,
il semble pour le moins déroutant. Il parle à ses victimes. Il les rassure, il les appelle par leur prénom, tantôt il les embrasse même. Et là aussi, pour nous à l'époque, un violeur n'embrasse pas. Il avait des mots doux, il les complimentait, tu es belle, je ne vais pas te faire de mal, ou je vais te faire du plaisir. Un étrange prédateur qui va signer 3 nouvelles agressions, la même année, encore dans des parkings de l'Est parisien. À la fin de l'été 94, les policiers font le décompte. 15 mois après le premier viol, pas moins de 6 jeunes femmes ont été attaquées, exactement dans les mêmes circonstances. Et ce n'est qu'à partir du mois de juin et septembre 94 qu'on a fait un lien, parce que ça commençait à s'accumuler et en plus on commençait à recouper certaines informations dans son comportement. On devient un peu fébrile, hein. On se dit, attention, faut pas se louper, on a un individu qui tourne sur le secteur, il va falloir faire quelque chose parce qu'il va nous en faire d'autres. Des viols qui succèdent à des viols, et toujours pas l'ombre d'une piste. Quand la PJ parviendra-t-elle à mettre un terme à ces agressions? Car ce que redoutaient les policiers va se reproduire une 7e fois. Paris, 5 octobre 1994. La 4e DPJ traque toujours celui que les enquêteurs surnomment désormais le violeur des parkings. Ce soir-là, Marie-Ange Le Boulaer, 26 ans, pénètre dans les sous-sols de son immeuble. Marie-Ange Le Boulaer, c'est une très jolie femme qui travaille dans l'audiovisuel, qui est une belle brune, qui a du caractère. C'était une jeune femme qui rentrait chez elle le soir, tranquillement, après son travail. Une fois qu'elle arrive dans le parking, elle observe une silhouette, un homme qui la suit, donc elle ne prête pas attention. Elle se dirige donc vers l'ascenseur. Très vite, l'homme en question se jette sur Marie-Ange. À partir de là, il la conduit de force dans l'escalier de secours. Malgré la panique, Marie-Ange conserve assez de lucidité pour élaborer une stratégie. Elle a parlé avec lui, en fait ils ont dialogué, elle a essayé de parler. C'est une femme très intelligente qui, par la parole, a essayé de finalement désamorcer la situation, mais malheureusement elle n'y est pas arrivée. L'homme abuse d'elle pendant près d'une demi-heure. Puis il la complimente et tente même de l'embrasser. Bien des années plus tard, Marie-Ange racontera le calvaire qu'elle a vécu. Quand on a été entre les mains de cet homme pendant plusieurs dizaines de minutes, ce qui est très très difficile à vivre, c'est qu'en permanence, pendant tout le temps de l'agression, c'est la peur de mourir. On est persuadé qu'on va mourir. Parce qu'on sent le potentiel chez cette personne, on sent une violence extrême. Donc moi j'ai été, mais pendant tout le temps de mon agression, persuadée que j'allais mourir. Pour les policiers parisiens, plus aucun doute possible. Marie-Ange a bien décrit le même violeur que les 6 précédentes victimes. Mais cet homme reste insaisissable. On se dit, bon, on a peu d'indices matériels, on fait les fichiers, on essaie de recouper avec des signalements. On va voir si éventuellement, on avait à l'époque ce qu'on appelait le canonge qui était un fichier donc anthropométrique qui nous permettait de faire des rapprochements avec les signalements. Il n'y avait pas d'informatique, on était encore à la machine à écrire, il n'y avait pas de lien entre les services. Des recherches qui ne donneront aucun résultat. Pour la police, la chasse aux violeurs est en train de virer au casse-tête. Pourquoi ne frappe-t-il que dans les parkings? Choisit-il ses proies au hasard ou existe-t-il un point commun entre ces 7 victimes? Ce sont des jeunes femmes actives, souvent plutôt jolies, des jolies femmes. La première chose que vous faites, vous essayez de croiser les emplois du temps, voir si ces filles-là ne travaillent pas dans les mêmes secteurs, pour essayer de trouver éventuellement un prédateur qui pourrait toutes les connaître en même temps. On a fait des recherches assez poussées sur des possibilités de similitude. Ça pouvait être des relations. 2 des victimes avaient fréquenté la même salle de sport. Donc on a commencé à travailler sur les relations, sur les personnels qui travaillent à l'intérieur. Et malheureusement, ça n'a rien donné. Autre hypothèse envisagée, celle d'un détraqué qui rôderait dans ces immeubles en toute discrétion. C'était des agressions dans les parkings, il y a des sociétés de nettoyage de parking. On s'est dit, le gars, il connaît les parkings. Est-ce que c'est pas un employé d'une société de nettoyage? Pareil pour les ascenseurs, puisqu'une partie des victimes se font agresser près de l'ascenseur. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient entretenir l'ascenseur, qui a repéré les filles? Des pistes qui ne mèneront à rien. Retour à la case départ pour la 4e DPJ. Le violeur fantôme est toujours en liberté dans la ville.
Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que les policiers en sont à attendre qu'ils commettent un faux pas. Et évidemment, s'il commet un faux pas, c'est qu'il va y avoir une autre victime. On avait beau se débattre, travailler, s'acharner, on n'avait rien. On n'a pas pu trouver de point commun entre les victimes, sinon que c'était des jolies femmes. Voilà. Mais bon, c'est pas essentiel dans l'enquête. Printemps 95, 2 ans après les premiers viols. Alors que la PJ est réduite à l'impuissance, le prédateur, lui, a décidé d'accélérer son rythme. On a le mois de mars qui est terrible pour nous, c'est qu'on a un viol par semaine au mois de mars. Et on n'a pas plus d'éléments. C'est très très stressant parce qu'on se dit demain matin, est-ce que je vais pas en avoir un sur mon bureau, voilà, un de plus. À ce moment-là, 11 victimes sont à déplorer. Toujours la même description, mais toujours aucun indice. Jusqu'au printemps 95, dans le 20e arrondissement, où l'agresseur va se montrer encore plus brutal que les fois précédentes. Le 7 mars 95, une jeune fille, Eva, 22 ans, va être violée dans son parking rue des Orteaux. Eva, c'est la plus jeune des victimes, c'est une étudiante. C'est la même chose que les autres. Elle rentrait, elle venait d'avoir son permis il n'y avait pas si longtemps que ça, et elle rentrait dans son parking. La jeune fille est abordée par un homme armé d'un couteau, selon un rituel désormais bien connu des policiers. En plus du viol, il y a eu des violences qui se sont ajoutées. C'est quelqu'un qui a été très très traumatisé. Elle est violée avec quand même une particularité. Son violeur, à ce moment-là, va lui dérober ses bijoux. Viol sous la menace d'une arme, coups et blessures, les faits sont gravissimes. Dans les rangs de la 4e DPJ, la tension est encore montée d'un cran. Eva est la 12e victime du violeur en série de l'Est parisien. Jusqu'à présent, il n'avait pas tué. Mais on se disait, s'il y en a une qui résiste, il va finir par la tuer. Ça nous a effleuré l'esprit. Il fallait à tout prix l'arrêter, parce que le risque majeur, c'était qu'effectivement, il ne se cantonne plus au viol, qu'il passe au meurtre. C'est souvent d'ailleurs la dérive logique d'un violeur. Une fois de plus, la description donnée par la victime est beaucoup trop imprécise. Et comme à son habitude, le violeur n'a laissé aucun indice derrière lui. On ne pouvait pas donc trouver cet individu avec les moyens de police classiques. Voilà, il faudrait une boule de cristal, mais on ne l'avait pas. C'est l'enfer pour les policiers. Et surtout, le fameux faux pas qu'ils attendaient, un peu comme le Messie, ne vient pas. Ils font tous une erreur. Il fallait absolument l'interpeller, mais voilà. Donc il n'y avait pas du tout une ambiance pesante de découragement. C'était une énorme motivation. Et voilà, on attendait la faille. En ce printemps 95, les agressions s'enchaînent à une cadence effroyable. Mais le violeur des parkings va enfin commettre cette erreur que les policiers attendaient désespérément. 29 mars 95, toujours dans l'Est parisien. Les policiers en sont réduits à attendre un nouveau drame pour espérer remonter jusqu'au violeur des parkings. Cette nuit-là, justement, une certaine Gladys est attaquée dans son immeuble. Elle va être violée par cet individu-là dans la cage d'escalier. Et là, pour la première fois, il sort des mouchoirs pour qu'elle puisse appuyer ses mains sur les mouchoirs. Il abuse d'elle et il part en laissant un étui de préservatif. L'agresseur y aurait-il laissé ses empreintes? Voilà peut-être ce fameux faux pas que la police attendait. Mais c'est lors de son audition que Gladys va livrer un élément de la plus haute importance. Elle est interrogée au commissariat du quartier. Cette victime va pouvoir donner une description extrêmement précise d'un détail vestimentaire de son agresseur. Et elle dit, la seule chose que j'ai vue de lui, c'est le bas de son jean et les chaussures qu'il avait, des chaussures jaunes. C'est une paire de chaussures de marche jaune, d'un jaune très reconnaissable. Un détail auquel, sur le moment, le policier qui enregistre la plainte ne prête pas véritablement attention. Ce n'est que plus tard, dans la nuit, que tout bascule. Il se trouve qu'un policier fait tout de suite tilt, fait un rapprochement avec une autre affaire dans laquelle un individu a été arrêté. Et le type avait été arrêté un peu plus tôt dans la nuit en train de faire un vol à la roulotte dans un parking. Ce voleur s'appelle Patrick Trémaud.
On ne connaît pas vraiment ses antécédents. Pour les policiers, c'est un simple voleur à la roulotte. Patrick Trémaud est un chômeur de 33 ans. Un voleur dont un élément vestimentaire va retenir l'attention des policiers. Il porte une paire de chaussures jaunes qui correspond point pour point à celle décrite par Gladys. On se rend compte que l'auteur du vol à la roulotte a aussi des chaussures jaunes. Tiens, bizarre, cette nuit, c'est la nuit des chaussures jaunes. Alors, simple coïncidence? Mais les policiers ont aussi remarqué que Patrick Trémaud avait cherché à dissimuler quelque chose en garde à vue. Quand il était attaché sur le banc du Central 12, il s'est débarrassé d'un étui de préservatif. Pourquoi un préservatif? Pourquoi un voleur à la roulotte se séparer d'un préservatif? Sauf si on est agresseur sexuel. Et donc, ce lien-là, les chaussures, le préservatif... Ça commence à faire beaucoup. Les policiers tiennent peut-être la bonne personne. Le policier de permanence en est persuadé. Ce Trémaud ne peut pas être étranger au viol de Gladys commis quelques heures plus tôt. C'est ce policier de base qui percute et qui va évidemment informer la 4e DPJ de sa trouvaille. Trémaud est aussitôt transféré vers la 4e division de police judiciaire. Sur place, le capitaine Guy Bertrand retient son souffle. Lui, qui traque le violeur des parkings depuis des mois, veut voir le visage de l'homme aux chaussures jaunes. Je m'approche de la cellule et je me penche pour regarder la personne qui était à l'intérieur. Effectivement, cet individu se penche et me regarde. Aurait-il ce regard si terrifiant décrit par les victimes? Quand il croise les yeux de Trémaud, le policier est aussitôt saisi. Alors c'est une sensation, c'est un sentiment, c'est ce que vous voulez, mais j'ai eu des frissons, je me suis dit, bingo, putain, c'est lui. Il peut très largement correspondre au signalement qui a été fait par les nombreuses victimes, les trop nombreuses victimes. Il y a l'âge, le type européen, la couleur des cheveux, l'épaisseur des mains, parce que les policiers ont remarqué les mains, et surtout le regard. Un dernier élément va finir de les convaincre qu'ils ont sans doute le bon suspect entre les mains. C'est le casier judiciaire du nommé Patrick Trémaud. L'individu qui vient d'être amené pour un vol à la roulotte est en fait quelqu'un qui a déjà été condamné pour une affaire de viol. On découvre des antécédents surtout d'agresseurs sexuels et violeurs, puisqu'il avait été condamné déjà 2 fois pour des agressions sexuelles et viols. Sa plus lourde condamnation, 7 ans de prison ferme en cour d'assises pour un viol en région parisienne dans les années 80. Pour la 4e DPJ, c'est désormais certain. Patrick Trémaud est bien plus qu'un petit délinquant. Après 2 ans, les policiers sont dans une telle excitation. Pour nous, ça reste un grand moment, puisque avec tous les éléments à charge, plus le temps qu'on a passé dessus, c'est la concrétisation de plusieurs mois de travail. Première priorité, confronter le suspect à la dernière victime, celle de la nuit précédente. Derrière une glace sans teint, on va présenter Patrick Trémaud à Gladys. Elle le reconnaît par sa carrure, ses grosses mains, et puis on le fait parler. À l'écoute de sa voix, la victime est formelle. C'est bien Patrick Trémaud qui l'a violée dans le parking. Pourtant, avant d'interroger le suspect, la police veut réunir des preuves matérielles. Dans sa fouille, il y avait des clés de voiture, donc son véhicule était garé pas très loin. Et à l'intérieur, on retrouve les bijoux dérobés à Gladys. Les bijoux de la dernière victime. Un élément accablant. Et ce n'est pas le seul. On retrouve une boîte de préservatifs dont le numéro de série correspond à l'étui abandonné dans l'immeuble. Des indices qui s'accumulent. Une victime qu'il a reconnue sans hésitation. Et au centre de toutes les interrogations, Trémaud. Cet homme au physique si imposant. Ah, il a une carrure, il a des épaules, il est trapu. Une jeune femme dans ses bras, quoi, elle ne peut pas rien faire, elle ne peut absolument rien faire. Il a suffisamment de force pour vous maintenir et on s'en est rendu compte, nous aussi. Quand il fallait le bouger un peu, il ne se laissait pas faire, le garçon. Les enquêteurs commencent par le questionner sur le viol le plus récent. Celui de Gladys. D'autant que là, les policiers ont des éléments, comme on dit, à lui servir pour essayer de recueillir ses aveux. Et assez rapidement, Patrick Trémaud va reconnaître le viol de Gladys. Pour les hommes de la 4e DPJ, c'est une première victoire. Mais il leur reste encore beaucoup de questions à lui poser. À partir du moment où il est venu sur le premier viol, nous on s'est dit, on va gentiment l'amener sur les autres. Et sur les autres, c'est niette. Les policiers insistent.
Ils ont établi une liste de 12 autres viols dont le mode opératoire pourrait correspondre. Mais Trémaux refuse de reconnaître la moindre agression supplémentaire. Cette garde à vue se passe très très mal. On imagine peut-être dans la tête de Trémaux qui se dit l'étau se resserre. Et Guy Bertrand, visiblement, n'avait pas la bonne stratégie, puisqu'à un moment donné, Patrick Trémaux va se lever et mettre un énorme coup de tête dans une armoire métallique qui se trouve dans le bureau de Guy Bertrand. C'est là que je me suis rendu compte de sa violence, c'est qu'en l'espace d'un dixième de seconde, du mec neutre, on passe à quelqu'un de très violent. Je sens cette masse physique, ces muscles, il fait peur. On passe du mec normal à un tueur. Impossible d'obtenir quoi que ce soit de Trémaux. Les policiers décident alors de changer de stratégie et suspendent les auditions jusqu'au lendemain. Placer le type dans une cellule pour la nuit, généralement, permet d'avoir les idées plus claires le lendemain matin. En tout cas, ça attendrit la viande, comme on dit, hein. Et donc, on se dit, demain matin, il aura peut-être réfléchi et peut-être qu'il va vouloir y venir. C'est le commandant Bousquet qui va personnellement reprendre l'interrogatoire de Trémaux. Après 2 ans d'enquête, notre policier n'a plus qu'un seul objectif. Il doit avouer pour les victimes, pas pour ma satisfaction personnelle. Il doit avouer pour les victimes. Une affaire où tout peut encore basculer. Alors, comment la police va-t-elle s'y prendre pour le faire craquer? Paris, 4e DPJ, 31 mars 95. Après ses premières auditions la veille, la police n'a plus que quelques heures de garde à vue pour obtenir les aveux complets de Patrick Trémaux. Pour cela, Gérard Bousquet va changer de technique d'interrogatoire. Un peu comme dans les films, il y a le gentil et le méchant. Donc Guy Bertrand a fait le méchant, ça n'a pas fonctionné puisqu'il a été se foutre la tête dans l'armoire en métal. Du coup, Gérard Bousquet va faire le gentil. Quand même, comme c'était quelqu'un qui était peut-être violent, je prends avec moi un collègue de mon groupe qu'on appelait le bûcheron. On s'était dit, bon, si jamais Trémaux fait le mariole, mon ami le bûcheron va le rappeler à de meilleurs sentiments. Mais le commandant Bousquet n'a aucune intention d'élever la voix. Il a probablement compris que Patrick Trémaux pouvait être un affectif à ses heures perdues. Il est calé en face de moi, on se regarde, il y a un silence. Et là, je lui dis, tu veux un chocolat, café? Visiblement, le suspect ne s'attendait pas à un tel accueil. Il est en train de se trouver dans une situation où il se dit, c'est quoi ce type de flic? Et je lui dis, bon écoute Patrick, on va discuter tous les deux. Je sais que c'est toi. À un moment donné, il a sa main sur la table, comme ça, il est face à moi. Et je me souviens, je lui mets ma main sur la sienne, je le regarde droit dans les yeux, et je lui dis, Patrick, il faut que tu te libères. Ces simples paroles vont provoquer un changement radical dans le comportement de Trémaux. D'un seul coup, le miracle se produit. Patrick Trémaux va se mettre à pleurer. Il y a 2 larmes qui coulent sur ses joues. 2 grosses larmes. Et là, je me dis, bon, ça y est, c'est gagné. À cet instant, son interlocuteur s'effondre. Et il va tout raconter à Gérard Bousquet. Il me dit, les filles, c'est moi. Je reconnais, c'est moi. Au total, Trémaux va reconnaître 12 viols et 3 tentatives commis dans les parkings de l'Est parisien. Une confession terrifiante, obtenue le plus calmement du monde. C'était la première fois que quelqu'un se livrait comme ça, comme si j'avais été pratiquement un psychiatre. J'ai senti que ce jour-là, il était sincère et qu'il avait besoin de se libérer. Si Trémaux a soulagé sa conscience, reste à le questionner point par point sur chacun des viols. Il a commis tellement d'agressions qu'il ne se souvient plus des détails. Il va se souvenir des endroits, des lieux où il a commis ses viols, mais jamais de ses victimes. Le domicile de Trémaux est perquisitionné. Les policiers veulent un maximum d'indices pour boucler leur dossier. Sur place,
Plusieurs armes blanches, ainsi que des bijoux, dont ceux dérobés à Eva, 22 ans, l'avant-dernière victime 3 semaines plus tôt à Paris. Pour la PJ, c'est la preuve irréfutable de sa participation à cette invraisemblable série de viols. Ce jour-là, je ne dis pas qu'on a sablé champagne, mais pas loin. C'est une immense satisfaction parce qu'on a mis fin aux agissements de ce prédateur. Après, nous, on essaye de reconstruire un dossier pour qu'il soit condamné au maximum. Au lendemain de ses aveux, Trémaux est mis en examen et incarcéré. Vu son extrême dangerosité, les enquêteurs s'interrogent. Comment cet homme d'apparence normale est-il devenu un tel prédateur sexuel? En questionnant l'entourage de Trémaux, les policiers vont aller de surprise en surprise. Car le violeur des parkings semblait, à certaines périodes de sa vie, multiplier les aventures féminines. Trémaux est quelqu'un qui a certainement eu des relations normales avec des femmes. Et puis c'est quelqu'un qui n'était pas repoussant, donc c'est quelqu'un qui a pu séduire des femmes et qui a séduit des femmes. C'est très étonnant la nature humaine. Hein. On se demande pourquoi ce gars bascule dans le viol alors qu'il n'aurait pas besoin de ça. Un autre visage que ce prédateur ne dévoilait qu'une fois la nuit tombée. Sur le passage à l'acte, il parle de pulsion. Lui, il dit qu'il est dans les parkings pour le voleur ou l'autre et que quand il voit arriver une jeune femme, il a des pulsions. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la maladie, de la pathologie, quand on est amené à violer des jeunes femmes. Et puis surtout quand on est amené à les violer au rythme auquel il les violait. C'est quelqu'un qui a un mode répétitif, qui est toujours sur le même profil de victime, qui agit exactement de la même façon. Il fait toujours la même chose. Un même scénario pour un mode opératoire qui reste sans équivalent chez les criminels sexuels. Il y a la bête sauvage qui viole brutalement dans un escalier, dans un ascenseur, dans une voiture, dans un parking, et après qui va consoler, qui va embrasser. Il essaye d'enrober ça derrière des mots d'amour. Il y a une forme de mascarade, une espèce de simulacre de relation amoureuse. Pourquoi ces étranges marques d'affection après tant de violences sexuelles? Pour la police, c'est peut-être dans le passé de Trémaux qu'il va falloir chercher. Né en 1963, Patrick Trémaux a grandi à Brunoy, dans le sud de la région parisienne. On ne peut pas vraiment dire que c'est un cadre idyllique. Sa mère était femme de ménage, elle avait du mal à joindre les deux bouts. Trémaux, il a une vie qui est pas enviable. Il a une vie sinistre, il a une enfance triste, il a une adolescence triste. Un foyer monoparental, des difficultés financières. Sa mère est contrainte de le placer en foyer d'accueil jusqu'à sa majorité. Il a eu un parcours professionnel simple, des petits boulots de ci, de là. Pas de grosses études, hein, forcément. Une existence où Trémaux va développer, très jeune, une solide rancœur à l'égard de sa mère. C'est un garçon qui a des relations très compliquées avec sa mère, avec un sentiment d'abandon. C'est peut-être une des causes de sa dérive, hein. C'est que c'est quelqu'un qui a un manque cruel d'amour. Une détestation pour sa propre mère. Une quête obsessionnelle d'affection. Pour les enquêteurs, c'est la clé des agissements de Patrick Trémaux. Une dérive commencée à 25 ans par le viol d'une femme qui lui avait valu sa première condamnation aux assises. C'était bien avant qu'il ne sème la terreur dans les parkings parisiens. Paris, octobre 1998. 3 ans après son arrestation, Patrick Trémaux comparaît pour la 2e fois devant une cour d'assises. Les faits qu'il a commis peuvent le faire condamner à 20 ans. Il encourt 20 ans au maximum de réclusion criminelle. Et la particularité de ce dossier, c'est le nombre hallucinant de victimes. 15 parties civiles qui, toutes, espèrent qu'elles seront débarrassées de lui le plus longtemps possible. Toutes ces victimes qui sont venues, qui avaient un mal de chien finalement à s'exprimer en public, mais qui tenaient à le faire. Elles font bloc contre Patrick Trémaux. Un bloc solidaire vis-à-vis de ce monstre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot non plus. Hein. Et pourtant, c'est l'accusé lui-même qui va se poser en victime. Son unique ligne de défense, c'est son enfance malheureuse, mais
c'est absolument pas une excuse ni une explication. C'est pas parce que les gens sont malheureux dans l'enfance qu'ils doivent violer ou tuer. Il gêne assez, sauf à un moment donné où il s'énerve. D'ailleurs, on a tous eu la même réaction en se disant là on le retrouve. Cette attitude va semer le trouble dans toute l'assistance et parmi ses victimes. Ils étaient certaines, et moi également, je pense qu'on était d'accord là-dessus, qu'ils étaient capables de refaire du mal en sortant de prison. Il exprime des regrets, mais personne n'y a cru. Et tout le monde s'est dit, il va recommencer. Et les victimes ont toutes à l'unisson prévenu qu'il était dangereux et que si on le relâchait trop tôt, il recommencerait. Malgré le nombre exceptionnel de ces viols, Trémaud va réussir à convaincre la cour de sa bonne foi. Contre toute attente, il échappe à la peine maximale. Au moment du verdict, les victimes sont extrêmement déçues. Il risquait 20 ans de prison et finalement, il n'écopera que de 16 ans. À ce moment-là, donc, les parties civiles font un calcul. Le verdict tombe et on se dit, tiens, 1 an par victime. Voilà. Pourquoi les jurés n'ont-ils pas tenu compte de l'avis des victimes quant à un risque majeur de récidive? Le cas Patrick Trémaud. Un dossier criminel hors norme qui, des années plus tard, va se révéler explosif pour le système judiciaire. Automne 98. Patrick Trémaud vient d'être condamné à 16 ans de prison. Au sein de la 4e DPJ, les policiers pensent avoir définitivement tourné la page du violeur des parkings. Après la condamnation, il est parti, il a fait sa prison. Pour nous, c'était une affaire terminée. Le travail continue, les affaires continuent, on fait d'autres affaires de viol. Et il se passe quelque chose pour mon équipe. Les victimes, une partie des victimes, 7 ou 8, nous ont invités, le groupe, au restaurant. Et moi, ça m'a marqué parce que c'était une forme de reconnaissance de la part de ces victimes qui était très importante. Et du jour au lendemain, elles nous disent, voilà, bon, on veut vous inviter pour vous connaître mieux, on veut vous remercier. Et ça, c'est quelque chose qui touche un flic, hein, parce que pas souvent, on n'a pas souvent ce type de reconnaissance. De son côté, l'homme qui avait donné tant de mal à la police continue de purger sa peine. Pendant sa détention, Patrick Trémaud va avoir un comportement normal, pas d'histoire. C'était un détenu modèle en détention, tout à fait irréprochable, qui peignait beaucoup. Des œuvres très personnelles, dont certaines font même référence à ses propres pulsions. Les années passent. Trémaud est transféré de prison en prison. Son dossier pénitentiaire ne mentionne aucun incident. À mi-peine, Patrick Trémaud va demander une permission de sortie, ce qui va déclencher bien évidemment un sacré tollé chez les victimes. L'avocat des victimes peut effectivement s'opposer à une demande de liberté, mais c'est le juge d'application des peines qui décide. Hein. C'est pas les avocats de partie civile, sinon les gens sortiraient jamais. Et au printemps 2005, Trémaud obtient sa libération conditionnelle. Il n'aura purgé que 10 ans de prison sur les 16 prononcés. Ses victimes sont anéanties. Elles l'ont su et elles m'ont appelé tout de suite. Voilà, il sortira telle date. Donc le 7 mai 2005. Patrick Trémaud est élargi de la maison d'arrêt, enfin de la centrale de Melun, et il est libre. Le prédateur s'évapore aussitôt dans la nature, sans que la justice ordonne de suivi ni de surveillance particulière. Quelques semaines plus tard, à proximité du Trocadéro, l'un des endroits les plus huppés de la capitale. Un quartier chic qu'au sud qui n'a rien à voir avec les quartiers populaires de l'Est parisien. Nous sommes le 5 juin 2005, rue de la Pompe, Paris 16e arrondissement. Céline rentre chez elle, il est 3h30 du matin. Dans l'entrée, cette femme tombe sur un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il se précipite sur elle, il lui met la main devant la bouche et la conduit dans le local à poubelle. Là, cet inconnu violente la jeune Céline avant de disparaître.
Elle dépose plainte, processus habituel. Elle se retrouve là cette fois-ci dans les locaux de la première division de police judiciaire. C'est le service compétent pour les quartiers ouest de Paris, à l'opposé de ce qui fut le terrain de chasse du violeur des parkings. Un service qui, quelques semaines plus tard, va enregistrer une autre plainte pour viol, toujours dans le 16e arrondissement. Une agression que la victime racontera en détail devant ses policiers. C'est-à-dire qu'il y a une grande violence, une grande brutalité, mais en même temps, il dit des mots d'apaisement, il t'arrivera rien, tout de suite il dit quelque chose du style « je suis pas un violeur ». Elle est marquée par son regard et par la puissance qu'il a dans les mains. Malgré ces précisions, cette équipe de policiers ne fait pas le lien avec le prédateur qui sévissait 10 ans plus tôt, mais à l'autre bout de la capitale. Il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de préservatif, il n'y a pas d'emballage de préservatif, il n'y a pas de Kleenex, il n'y a rien. Il faudra un 3e viol, commis cette fois dans le 19e arrondissement, pour que cette affaire rebondisse. Car cette nouvelle plainte atterrit sur le bureau de l'officier de police judiciaire du secteur, un certain Guy Bertrand. Je la lis, moi j'ai pas besoin de tout de suite, intérieurement, c'est comme pour le regard 10 ans plus tôt, j'ai un coup de chaud. À la lecture de la plainte, c'est exactement au détail près, au mot près, à la description physique près, la même histoire. La même histoire. Des mains très puissantes. Des mots presque tendres. Pour le policier, ce viol porte la signature de l'une de ses vieilles connaissances. Putain, il a recommencé, et il a recommencé sur mon secteur, le con, enfin voilà, tout est passé dans ma tête. Son collègue Gérard Bousquet, lui non plus, n'en revient pas. C'est encore lui. C'est notre ami Patrick Trémaux. Il me dit, bah oui, c'est lui, sûr que c'est lui. On va le serrer demain à Brunois. À Brunois, dans l'Essonne, chez la mère du suspect. En arrivant, les policiers, eux, ont déjà fait le lien avec les 2 autres viols commis à la même période dans le 16e arrondissement de Paris. Trémaux est bien sur place. Salut Patrick. Et il me regarde, il fait « Ah Guy, comment vas-tu ?» Je dis « Mais je vais bien, et tu sais pourquoi je suis là ?» Et quand Trémaux voit arriver Bertrand, il comprend tout de suite. Il comprend qu'il a perdu. Il a déjà perdu la dernière fois. Le jour même, Patrick Trémaux est reconnu par ses 3 nouvelles victimes. Des agressions qu'il avouera de la même façon que 10 ans auparavant. Trémaux, un multirécidiviste que la justice avait libéré sans le moindre suivi après sa détention. Voilà un type qui est déjà passé 2 fois devant une cour d'assises. Il ressort, 1 mois après, il recommence. C'était une évidence presque que Patrick Trémaux allait recommencer. Résultat, un scandale retentissant qui va faire la une de l'actualité. En France, une affaire inquiétante de récidive. Un homme de 42 ans, sorti de prison en mai dernier après avoir purgé 10 ans pour viol, a été écroué pour 3 nouveaux viols. Ces 10 années passées en détention pour 14 viols ne l'ont pas empêché de récidiver. Ses précédentes victimes se disent plus meurtries que surprises. Ça me fait vraiment mal au cœur, parce que ça veut dire que c'est 3 jeunes femmes de plus. Moi, je sais ce que c'est d'avoir vécu ça. Je sais toutes les années que j'ai dû lutter pour recommencer à vivre normalement. Et je me dis, il y en a encore 3 de plus. Pour ces victimes, ce gâchis aurait pu être évité si Trémaux avait été suivi et s'il avait purgé l'intégralité de ses 16 ans de prison. L'éliminer pendant 10 ans de la société, c'est déjà pas mal, mais ça sert à rien si il ressort à 50 ans, encore une fois, en ayant les mêmes pulsions, les mêmes envies, la même envie de casser les femmes. Septembre 2005. Alors que les victimes de Trémaux crient leur colère à la télévision, les enquêteurs qui l'avaient arrêté 10 ans plus tôt, eux aussi, accusent le coup. Policièrement parlant, on a fait notre travail. Est-ce que la justice a fait le sien? Toute la vérité, elle est là. Est-ce que la justice a fait le sien? Moi, je reste toujours persuadé quelque part, après, c'est que mon opinion, il y a une décision d'un jury populaire. Le jury populaire, il dit 16 ans. On fait 16 ans, point barre. C'est tout. Patrick Trémaux aura donc laissé derrière lui 18 victimes, en 2 séries d'agressions à 10 ans d'intervalle. Alors, ce multirécidiviste échappera-t-il une nouvelle fois à la peine maximale ?
Patrick Trémaux comparaît aujourd'hui pour la 3e fois devant une cour d'assises. Il est jugé pour 3 nouveaux viols qu'il aurait commis à sa sortie de prison en 2005. Palais de justice de Paris, le 3 février 2009. Trémaux est en détention provisoire depuis 3 ans quand s'ouvre son procès. L'enjeu du procès, c'est pas de savoir si oui ou non il va être reconnu coupable. C'est la peine, parce qu'il est récidiviste. Donc à ce moment-là, il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Et tout le monde, à l'intérieur de cette cour d'assises, à commencer par les victimes, souhaite qu'il soit condamné le plus lourdement possible, qu'il soit condamné également à un suivi socio-judiciaire. Un point crucial sur lequel les anciennes victimes du violeur des parkings sont bien décidées à faire entendre leur voix. On savait que Trémaux allait refaire de nouvelles victimes et aujourd'hui on peut mettre des visages et des noms sur elles, hélas. Mais on savait qu'elles existeraient. Il y a cette culpabilité de se dire, bon, quand même, on a fait beaucoup de choses pour qu'il ne recommence pas. On a prévenu les politiques, on a eu une action quand même importante. Et malheureusement, ça a recommencé. Pourtant, dans son box, l'accusé n'offre pas le spectacle de ce monstre que tout le monde attendait de voir. Il n'a pas présenté à la cour d'assises le visage d'un type odieux, sans aucune émotion. En parlant, là encore, de son enfance difficile, de ses foyers dans lesquels il a grandi de 4 à 18 ans, des problèmes avec sa mère, de l'abandon de sa mère. Mon client a été comme il est. Bon, certains ne le croient pas. Certains pensent que ses remords, ses larmes ne sont pas sincères. Moi, je pense qu'ils sont sincères, même si c'est un homme qui a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre les raisons de son passage à l'acte. Sincère ou non, cette stratégie de défense va s'avérer payante. Après 3 jours de débat, Patrick Trémaux est condamné à 20 ans de réclusion criminelle sur les 30 encourus. Sa peine est assortie de 10 ans de période de sûreté. Mais cette fois surtout, il fera l'objet d'un suivi médical pendant plusieurs années après sa sortie de prison. Si jamais il ne respecte pas cette clause, il retourne directement en prison pour 5 ans. Nous sommes satisfaits qu'il y ait une injonction de soins. On s'est battu pour qu'il y ait des injonctions de soins. On s'est battu pour que les prisonniers, dès leur entrée en prison, aient des soins appropriés à leurs problématiques. C'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on nous a offert il y a 10 ans. Donc on espère en effet qu'il n'y aura pas une 19e victime. Et il faut que la justice se donne les moyens de surveiller très étroitement cet individu, sachant qu'elle en a l'obligation puisqu'il a 8 ans de suivi socio-judiciaire. Aujourd'hui, en 2016, Trémaux est toujours en prison. Il a fini de purger les 10 ans de peine incompressible prononcés lors de son dernier procès. Il est donc en théorie libérable. Mais il n'est pas assuré, cette fois, d'obtenir une remise de peine. J'aimerais bien voir la tête du juge d'application des peines qui va lui signer sa conditionnelle. Je pense qu'il n'est pas né celui-là, ou qu'en tout cas il n'est pas sorti encore de l'École nationale de la magistrature. À plus de 50 ans, Patrick Trémaux a déjà passé près de la moitié de son existence en prison. Quant aux policiers qui le connaissent si bien, ils n'ont rien oublié de son extrême degré de dangerosité. Si lui il veut vraiment, on y arrivera. Mais s'il vous enfume et il raconte n'importe quoi et qu'il ne le veut pas, vous pouvez lui faire tous les suivis de la terre, il recommencera. La jeune Jessica McHenry disparaît le 11 juin 1991 alors qu'elle rentrait chez elle après les cours. Quelques heures plus tard, son corps est découvert, abandonné dans un endroit isolé. Les investigations débutent sans résultat. Les années passent et ce n'est qu'en 2006 que de nouvelles analyses ADN font basculer l'enquête. La police arrivera-t-elle à mettre la main sur le meurtrier 15 ans après les faits? Avouera-t-il enfin le crime qui lui est reproché? Trop jeune pour mourir, c'est tout de suite dans Chronique criminelle. Été 1991. Située à 1 heure de San Francisco, Livermore est une petite ville tranquille, entourée de fermes, de ranchs et de vignobles. Tammy Dunn, une mère de famille, s'active à la maison en attendant le retour de sa fille Jessica, âgée de 14 ans. Mais le temps passe et aucune nouvelle de la jeune fille. J'ai appelé plusieurs de ses amis. Personne ne savait où elle était. J'ai commencé à m'inquiéter. Ça ne lui ressemblait pas de ne pas me dire où elle était. À quelques kilomètres de là, alertés par un incendie, 2 hommes tombent par hasard sur le corps d'une jeune femme sauvagement assassinée. La police arrive rapidement sur les lieux
et découvre l'horreur de la situation. Quand je suis arrivé, le corps était face contre terre dans l'herbe. Il n'y avait rien pour identifier le corps. Aucun moyen de savoir qui elle était. La jeune femme aurait été violée, tuée et brûlée pour ne laisser aucun indice. C'était un crime vraiment barbare. On n'ose même pas imaginer quels ont été ses derniers moments. La peur qu'elle a dû ressentir en essayant de sauver sa peau, en essayant d'échapper à ce monstre. Il n'y avait personne pour la secourir. Personne. Ce meurtre est d'une rare violence et les inspecteurs s'interrogent. Qui aurait pu commettre un acte aussi atroce? L'assassin connaissait-il la victime? Une disparition et un crime le même jour et au même endroit. Ces deux événements sont-ils liés? Retour sur l'une des affaires criminelles les plus tragiques du comté d'Alameda. Tammy Dunn, la mère de Jessica McHenry, a comme un mauvais pressentiment. Sa fille aînée a fini ses cours et normalement, elle devrait être rentrée. Peut-être s'est-elle arrêtée sur le chemin du retour chez une amie. Comme toutes les adolescentes de son âge, Jessica n'a pas l'œil rivé sur sa montre. C'est en tout cas ce qu'essaie de se dire Tammy pour tenter de se rassurer. Mais ce n'est pas dans les habitudes de la jeune fille de s'attarder sans prévenir. L'heure du dîner approchait et Jessica n'était toujours pas là. Maman? Hé, maman! Salut! Où est Jessica? Ça ne m'a pas inquiété. Elle allait bien finir par rentrer. On n'avait pas de téléphone portable à l'époque. Ce n'était pas inhabituel de ne pas pouvoir contacter les gens immédiatement. J'ai appelé plusieurs de ses amis. Personne ne savait où elle était. J'ai commencé à m'inquiéter. Ça ne lui ressemblait pas de ne pas me dire où elle était. Très vite, tout le monde dans son entourage se pose la même question. Où est Jessica ? Les heures passent. Tammy s'accroche désespérément à l'idée qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais quand l'heure de coucher les petits arrive, ce n'est plus possible. J'aimerais signaler la disparition d'une enfant. Il se faisait de plus en plus tard et nous n'avions toujours pas de nouvelles. Quelque chose était arrivé. Je crois qu'aucun de nous n'a vraiment réussi à dormir cette nuit-là. Malgré son angoisse, elle décide d'attendre le lendemain matin pour recontacter la police. Huit heures plus tôt, Lance Ishcomer et Jerry Saunders traversent les collines de Californie quand ils aperçoivent quelque chose d'inquiétant. Hé, t'as vu ça? Ouais, la fumée. C'est la saison des incendies de prairies en Californie du Nord. Quand on voit de la fumée, il faut agir vite. Peut-être parviendront-ils à éteindre le feu avant qu'il ne se propage. Mais ce qu'ils trouvent dans les collines est bien pire qu'un feu de broussailles. C'est pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les urgences, j'écoute. Je m'appelle Tracy et je travaille au parc Carnegie. Deux messieurs qui traversaient le parc viennent de nous signaler le corps d'une femme, à moitié nue, non loin de Tesla Road. Quelqu'un a essayé de le faire brûler. Le corps était encore fumant. Ils sont venus nous prévenir aussi vite que possible. Les agents du bureau du shérif du comté d'Alameda ont l'habitude des scènes macabres. Mais rien ne les a préparés à l'horreur qui les attend sous cet arbre. Quand je suis arrivé, le corps était face contre terre dans l'herbe. Le haut du corps était habillé, mais gravement brûlé. Le visage et les cheveux étaient très sévèrement brûlés.
Le bas du corps, à partir de la taille, était dénudé, à part les chaussettes. Il n'y avait rien pour identifier le corps. Aucun moyen de savoir qui elle était. Celui qui avait abandonné le corps devait penser qu'on ne le retrouverait pas avant longtemps. Il y avait un portail métallique qui donnait sur le terrain où elle a été retrouvée. Le cadenas avait été coupé et jeté par terre. Il fermait une chaîne qui sécurisait le portail. Il y avait quelques canettes de bière qui traînaient. Et c'est tout. La police commence à ratisser le terrain où on a retrouvé le corps de la victime à la recherche d'indices qui pourraient les aider à identifier le meurtrier. Silva interroge les hommes qui ont découvert le corps pour savoir ce dont ils se souviennent. Ils nous ont dit avoir vu de la fumée au-dessus de cet endroit. Ils ont pensé que c'était un feu de prairie. Ils se sont arrêtés et sont allés voir s'ils pouvaient l'éteindre. L'un d'eux a dit qu'en arrivant, il avait vu des flammes de 60 cm de haut. L'autre a dit qu'il n'y avait pas de flammes, juste de la fumée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur déclaration. Après ce qu'ils viennent de voir, il est tout à fait normal d'être en état de choc. Les enquêteurs les consignent cependant comme individus potentiellement impliqués. C'est bon, messieurs, vous pouvez y aller. La police de Livermore vient de découvrir le corps non identifié d'une jeune femme sauvagement assassinée. Qui aurait pu commettre un crime aussi odieux? À quelques kilomètres de là, Tammy Dunn, la mère de Jessica, s'inquiète de ne pas voir rentrer sa fille. Ces deux événements pourraient-ils être liés? Au lendemain de la découverte du corps brûlé d'une jeune fille retrouvée sur Tesla Road, en Californie, la police cherche à identifier la victime. Chez les McHenry, Tammy est très inquiète. Sans nouvelles de sa fille Jessica, elle a un nouveau pressentiment. Comme tous les matins, le journal avait été livré devant la porte. Je l'ai pris et je l'ai parcouru. En dernière page, il y avait un tout petit article sur un corps retrouvé l'après-midi de la veille. C'est là que j'ai su ce qui s'était passé. Rien n'était confirmé, mais j'avais la certitude que c'était elle. La police sait qu'une jeune fille est portée disparue. Le lien avec la victime brûlée se fait très vite. Le légiste m'a donné un collier qu'il avait trouvé sur le corps. J'ai pris le collier et je suis allé chez la mère de Jessica pour lui annoncer la triste nouvelle. Je pense qu'elle savait, quand je suis arrivé chez elle, que c'était une mauvaise nouvelle, mais elle ne savait pas à quel point. Il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ce genre de tragédie. Quand je lui ai montré le collier, elle s'est effondrée. C'est la partie la plus difficile de notre métier. Quand j'ai entendu maman pleurer, je suis sorti de ma chambre pour la rejoindre dans le salon. Je me suis jeté dans ses bras. On est resté comme ça, je ne sais pas combien de temps. Maman m'a dit que Jessica était partie. C'est tout ce qu'elle a dit. Je n'allais plus jamais revoir ma sœur. Je me souviendrai de ce moment toute ma vie. La famille de Jessica est anéantie. Cela ne fait que renforcer la détermination des enquêteurs. Ils vont tout faire pour retrouver le meurtrier de la jeune fille. Frank Silva et Dale Toussaint relisent le rapport d'autopsie de Jessica. Malgré leurs années d'expérience, les détails sont d'une cruauté insoutenable.
Jessica a été sauvagement battue et violée. Des traces de sperme ont été retrouvées dans son corps. Elle a été étranglée à mort, puis brûlée. C'était un crime vraiment barbare. On n'ose même pas imaginer quels ont été ces derniers moments. Les enquêteurs vont se concentrer sur son dernier après-midi. Ils commencent par là où elle se trouvait, au lycée Granada. Il fallait voir s'il y avait des témoins potentiels. Il fallait en apprendre un peu plus sur Jessica elle-même. Il fallait voir si l'un d'eux pouvait être l'auteur du crime. En interrogeant les élèves du lycée, ainsi que le voisinage, les enquêteurs retracent peu à peu ses derniers faits et gestes connus. Beaucoup de monde l'avait vue à l'école, et plusieurs personnes l'avaient vue en fin de matinée, quand elle était rentrée à la maison, ou du moins quand elle était partie de l'école. Elle quitte le lycée un peu après-midi. À 12h15, elle est aperçue sur East Stanley Boulevard. 1 heure plus tard, elle est aperçue en train de marcher vers l'est sur College Avenue, seule. Un élève du lycée a vu Jessica sur College Avenue marcher vers South Livermore. On ne l'a vue en compagnie de personne, ni parler à personne. C'est la dernière fois que Jessica sera aperçue vivante. Après, c'est le trou noir. Aucune idée de l'endroit où elle s'était rendue après ça. Comment Jessica a-t-elle pu disparaître ainsi pour finir à 16 km de là, dans un champ isolé? Beaucoup de questions restent encore sans réponse. Après 7 jours d'enquête, la police n'a aucune piste, aucun suspect en vue et personne ne sait où la jeune fille a pu partir après l'école. Les inspecteurs parviendront-ils à mettre la main sur l'auteur de ce terrible meurtre? Cela fait maintenant 1 semaine que Jessica, 14 ans, a été retrouvée violée, assassinée et brûlée dans un champ non loin de Livermore. Les inspecteurs Silva et Toussaint, chargés de l'affaire, sont dans une impasse. Mais un rebondissement inattendu va peut-être les faire avancer dans leur enquête. Le directeur des pompes funèbres de la ville leur rapporte une anecdote troublante. Que puis-je faire pour vous aider? Le directeur des pompes funèbres locales nous a dit que 2 hommes s'étaient présentés à la morgue. Ils lui avaient posé des questions sur la crémation, et plus spécifiquement, sur le cas de Jessica. Est-ce que ces hommes vous ont donné leur nom? Il y a un nom qui m'est resté en tête, Len Ishcomer. Len Ishcomer est l'un des 2 hommes qui ont découvert le corps de Jessica en feu. Pourquoi veut-il savoir comment incinérer un cadavre? Cela nous a confortés dans l'idée que ces 2 hommes étaient peut-être plus impliqués qu'ils ne le disaient. Est-ce par simple curiosité malsaine qu'il pose ces questions? Et pourquoi se trouvait-il dans ce champ isolé? Qu'avez-vous vu exactement? Des flammes. Ishcomer a dit que les flammes faisaient plus de 60 cm de haut. Mais Sanders a déclaré n'en avoir pas vu du tout. Pas de flammes? Juste de la fumée. Des flammes de 60 cm, ça ne se rate pas. Alors pourquoi les 2 hommes n'ont-ils pas la même version? L'un d'entre eux ment-il? Leurs histoires ne tenaient pas la route. Comment 2 personnes peuvent-elles voir 2 choses complètement différentes? Qui dit la vérité? Pour le savoir, les enquêteurs vont procéder à une expérimentation sur les lieux mêmes du crime. Ils ont allumé un incendie contrôlé pour essayer de reproduire les conditions dans lesquelles le corps a été retrouvé. Alors que l'incendie est en cours, des agents vont parcourir le même trajet qu'Ishcomer et Sanders ont dit avoir fait quand ils ont aperçu la fumée. Les flammes faisaient 60 cm de haut. Mais elles ont fini rapidement par s'éteindre. Et c'est là que la fumée a commencé à être visible. Le temps que les agents arrivent sur les lieux, le feu était mort depuis longtemps. Ishcomer n'a pas pu voir de flammes. On s'est alors dit qu'on tenait quelque chose.
Et si les deux hommes avaient été dans le champ depuis le début? Nous avons obtenu un mandat de perquisition de leur domicile. Nous recherchions le sac à dos de Jessica qui manquait, ainsi que son short et ses chaussures. Malheureusement, les enquêteurs repartent les mains vides. Néanmoins, ils obtiennent le droit de faire des analyses comparatives entre les ADN de Sanders et Ishcomer et celui trouvé sur la victime. Mais en 1991, les tests ADN n'en sont qu'à leur balbutiement et les résultats sont longs à venir. Les inspecteurs Silva et Toussaint n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Les mois s'enchaînent, puis les années, et l'enquête reste au point mort. Rien ne permet de relier concrètement Sanders et Ishcomer à la victime. Pour les inspecteurs, c'est de nouveau l'impasse. Sans preuve tangible, comment la police va-t-elle pouvoir retrouver le meurtrier de Jessica? La police soupçonne 2 individus pour le meurtre de Jessica McHenry. Mais il faudra attendre 7 ans pour pouvoir rayer avec certitude Lance Ishcomer et Jerry Sanders de la liste des suspects. Les tests, désormais plus perfectionnés, ne trouvent aucune concordance entre leur ADN et celui de la scène de crime. Je voulais pouvoir aider la famille à faire son deuil. Malheureusement, on n'avait rien, aucun indice qui aurait pu conduire à un quelconque suspect. Les inspecteurs Frank Silva et Dale Toussaint finissent par prendre leur retraite. Leur seul regret est de n'avoir jamais résolu le meurtre de Jessica. C'est le genre d'affaire qu'on n'oublie pas. À chaque fois que son nom revenait, on se demandait quand on allait savoir ce qui s'était passé. De longues années passent, et toujours aucun espoir d'identifier le meurtrier de Jessica. La police ne savait pas grand-chose. Ils ont suivi toutes les pistes possibles, mais elles ne donnaient absolument rien. En 2005, le bureau du shérif du comté d'Alameda crée une unité spéciale pour les affaires non résolues. Les inspecteurs Ed Chicoine et Greg Landeros examinent le dossier de Jessica McHenry. Je me suis dit, waouh, je veux travailler sur cette affaire. On peut la résoudre, j'en suis sûr. C'était un dossier à part pour moi. C'est vrai que je n'étais pas là quand ça s'est passé. Mais après avoir vu les rapports et examiné les photos de l'autopsie et de la scène de crime, ce meurtre a eu une résonance très personnelle pour moi. Cela arrive, qu'on le veuille ou pas. Quand je suis en service et que je me rends sur la scène d'un homicide, je reste professionnel. Mais quand je rentre chez moi, le masque tombe. J'ai une fille qui s'appelle Jessica et qui avait le même âge que Jessica McHenry au moment des faits. L'affaire est devenue personnelle. Le fait qu'on ait trouvé de l'ADN a placé cette affaire parmi celles qu'on avait le plus de chances de résoudre. En 2006, soit 15 ans après le meurtre de Jessica, le CODIS est un formidable outil pour la police. Mais cette banque de données de profil ADN ne permet d'identifier les criminels que s'ils sont déjà connus du système. Or, l'ADN de l'affaire Jessica McHenry ne trouve aucune correspondance dans le CODIS. On avait son ADN, mais il nous glissait entre les doigts, parce qu'il n'était tout simplement pas répertorié dans le CODIS. L'auteur du viol et du meurtre barbare de Jessica échappe une nouvelle fois à la justice. Ed Chicoine et Greg Landeros de l'unité des affaires non résolues prennent les choses en main. Ils vont établir leur propre base de données. Je considérais que c'était mon devoir de retrouver tous ceux qui pouvaient être impliqués et d'obtenir leur ADN. L'une des premières choses que l'on fait, c'est de contacter la famille. On ne savait pas comment ils allaient réagir. Est-ce qu'on rouvrait une blessure cicatrisée? Est-ce qu'ils préféraient laisser tout ça dans le passé? Ce n'était pas le cas. Nous avons décidé de rouvrir l'affaire. Si vous êtes d'accord, ce serait parfait.
J'étais ravi d'apprendre qu'une nouvelle équipe allait examiner le dossier. Peut-être allait-il voir quelque chose que les autres avaient loupé. On espérait qu'il trouverait un indice qui n'avait pas été révélé à la police. Ed et moi, nous avons dressé une liste de plus de 150 personnes des environs avec un passé violent ou des antécédents d'agression sexuelle. Si leur ADN n'était pas dans la base de données, on avait décidé d'aller les collecter. Pister plus d'une centaine de criminels violents et prélever leur ADN n'est pas un travail facile. On a dû faire preuve d'imagination pour avoir tout cet ADN. Un par un, ils les ont traqués et suivis rien que pour obtenir un petit échantillon. Si j'avais une raison suffisante, j'obtenais un mandat de recherche ou une citation à comparaître. Sinon, je me contentais de les suivre pour ramasser discrètement un mégot de cigarette. Après des mois de recherche pour trouver des suspects potentiels dans des vieux dossiers criminels, nos deux inspecteurs tombent sur un candidat au profil presque parfait. Je suis tombé sur un rapport de 1990, un an avant la mort de Jessica. C'est une affaire qui n'avait jamais été signalée aux enquêteurs de l'époque. Une adolescente de 15 ans s'était faite agresser sur le chemin de l'école, le même lycée que Jessica. Nous avons contacté la victime pour avoir une déclaration plus détaillée. Racontez-moi tout. Il y avait un type arrêté sur le bas-côté. Ce qu'elle nous a raconté m'a fait froid dans le dos. Alors, je l'ai repoussé. Elle ne savait pas du tout qui c'était. Je suis perdu. C'est pourtant difficile de se perdre ici. Il lui a demandé son chemin. D'accord. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, il l'a entraînée et il a essayé de la pousser dans sa voiture. Elle a dit s'être violemment débattue. Elle savait que si elle parvenait à garder un pied en dehors du véhicule, elle avait encore des chances de s'en sortir. Mais que si elle se retrouvait avec les deux pieds dedans, il la tuerait. À l'époque, la police avait arrêté Grégory Sato. Il avait fait 6 mois de prison pour cette agression. Libéré quelques semaines seulement avant le meurtre de Jessica, avait-il récidivé? Avait-il réussi, cette fois, à aller au bout de son crime? L'autre information cruciale concernant Grégory Sato est qu'il habitait à 2 rues du domicile de Jessica McHenry. Selon le chemin qu'elle prenait pour aller à l'école, elle passait dans la rue de Sato. La jeune fille qui s'était fait agresser habitait à 8 maisons de celle de Jessica. Il est passé en tête de notre liste de suspects. Je ne suis pas d'un naturel parieur, mais je me souviens avoir dit à Greg, je parie ma maison que c'est lui. En 2006, Sato se trouve à Springfield, en Ohio, à plus de 3000 km de là. J'ai appelé la police de Springfield et je leur ai résumé l'affaire. Ils se sont montrés très coopératifs. Ils ont essayé plusieurs fois d'obtenir l'ADN de Sato, à son insu. Malgré les efforts répétés des agents de police de Springfield, Sato leur file entre les doigts. Mais par un concours de circonstances incroyables, il va se présenter de lui-même au poste de police. Ils m'ont appelé pour me dire, vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer. J'aimerais signaler un délit. Sato avait une altercation avec un voisin. Il avait reçu un coup de poing et il voulait porter plainte. Un des agents de Springfield reconnaît Sato et saute sur l'occasion. Il lui a dit, si on prélève votre ADN, on pourra l'écarter des autres ADN sur les lieux. Rien qu'un prélèvement buccal. D'accord. Super. Sato est d'accord pour donner son ADN. L'agent nous l'a aussitôt fait parvenir. Ed et moi étions aux anges. On savait qu'on tenait notre homme. Il fallait ses résultats au plus vite. Mais une fois encore, l'ADN livre une histoire qui n'est pas celle qu'il voulait entendre.
C'est négatif. Sato n'était pas notre coupable. Son ADN ne correspondait pas à celui de l'affaire McHenry. C'était un coup dur à encaisser. On retournait à la case départ. Gregory Sato, suspect numéro 1 dans l'affaire McHenry, vient d'être disculpé. Toutes les chances de retrouver le meurtrier de Jessica s'envolent. Les inspecteurs désespèrent. Sans témoins ni indices, si longtemps après les faits, comment vont-ils retrouver l'auteur de ce terrible crime? « 15 ans après le meurtre de Jessica McHenry, la police cherche toujours l'assassin de la jeune fille. Après des années d'enquête et de mauvaises pistes, la chance va enfin sourire aux inspecteurs de Livermore qui reçoivent ce jour-là une lettre du FBI. Ed, on a une correspondance dans le colis. Affaire 91 79 60. Jessica McHenry. Ed et moi avons tout de suite su que c'était l'affaire McHenry. On connaissait le numéro par cœur. On s'est regardé et on a crié en même temps Jessica McHenry. Mais à ce stade-là, on n'avait pas encore de nom. La question, c'était de savoir qui c'était. L'ADN de la scène de crime correspond à celui d'un prisonnier récemment inculpé, Derek Moncada. Il purge 3 ans de prison pour avoir kidnappé une jeune femme, arme au poing. Serait-ce également l'homme qui, 15 ans plus tôt, a violé et tué Jessica avant de brûler son corps? On n'avait jamais entendu parler de lui avant ce jour-là. Notre plan d'attaque consistait à retracer une chronologie pour cet homme, à en savoir plus sur lui, sa vie, ses contacts, ses petits amis, etc. Et puis nous comptions l'interroger, tout en essayant d'obtenir un mandat pour un prélèvement ADN. Les inspecteurs sont convaincus de tenir leur coupable. Tellement sûrs d'eux qu'ils en font part à la famille de Jessica. Quel soulagement quand j'ai appris qu'il y avait une correspondance ADN et que l'homme était déjà en prison. Quand Nick, le frère de Jessica, voit la photo de Derek Moncada, un souvenir affreux lui revient à l'esprit. Je l'avais déjà vu. J'étais chez un ami. Son grand frère et des copains à lui étaient là aussi. L'un d'eux est venu me voir et m'a demandé « Où en est l'enquête sur ta sœur ?» J'ai explosé en sanglots. Et voilà que des années plus tard, j'apprends que c'était son ADN qui était sur le corps de ma sœur. Les inspecteurs n'en sont que plus déterminés à l'inculper de meurtre et à l'écrouer pour de bon. Une correspondance ADN ne suffit pas pour résoudre une affaire. Il faut saisir le procureur et faire toute une enquête pour étayer l'accusation. Je sais que c'est loin, mais essayez de vous souvenir. On a commencé par interroger tous ceux qui connaissaient Derek. Selon les témoignages, Moncada était en terminale dans le même lycée que Jessica. Rien en lui n'inspirait confiance. Toutes les personnes à qui nous avons parlé de Derek nous ont dit du mal de lui. Il était très violent sur le plan sexuel, le plus souvent quand il prenait de la méthamphétamine. Une rage alimentée par du cristal meth transforme Moncada en prédateur sexuel hyper violent. Il avait dit avoir tué quelqu'un à au moins 3 de ses petites amies. Le témoignage le plus significatif pour nous était celui où Derek avait parlé dans son sommeil de brûler une fille. Une nuit, il a répété « Je dois finir d'enterrer le corps ». Quand elle lui en a parlé plus tard, il a tout nié et elle a préféré ne pas insister. Tous ces récits dépeignent le portrait effrayant d'un homme potentiellement dangereux. Derek Moncada est un animal malfaisant. Après des années cachées dans l'ombre, Moncada va-t-il révéler son vrai visage aux inspecteurs?
Nous avions hâte de la voir en face de nous. Il l'interroge avec l'espoir d'obtenir l'aveu qui l'inculpera. Je m'appelle Ed. Voici Greg. Ed, Greg, enchanté. On lui a raconté qu'on était venu voir s'il acceptait d'être libéré sur parole. Super. Vous réjouissez pas trop vite. C'est trop tard. Les présentations ont été très cordiales. Nous avons commencé par parler de faits anodins, de sa vie, de là où il venait. Il a fait des déclarations très intéressantes pendant cette conversation. Comment êtes-vous sous cristal? Cette drogue fabrique des tueurs. Ça, je peux vous le dire. J'en ai eu la chair de poule. Je crois qu'à ce moment précis, il a fait allusion à ce qui est arrivé à Jessica et aux circonstances qui l'ont poussé à le faire. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de lui présenter notre affaire. Vous vous souvenez d'une certaine Jessica McHenry? Jessica? Non. Sans prévenir, Ed a sorti une photo et il l'a montrée à Derek. Avez-vous déjà vu cette fille? Il a répondu non. Mais toute son attitude a changé. Son langage corporel. Cela dit, il continuait de fixer la photo. Maintenant que vous l'avez bien regardée... Je me souviens pas d'elle. Même après avoir bien regardé la photo, elle ne vous rappelle rien du tout? Non. Il a commencé à laisser transparaître le monstre tapi en lui. C'était un animal en cage. Un animal acculé, qui ne voyait aucune échappatoire. Pour obtenir un aveu, les inspecteurs le poussent dans ses retranchements. Ils décrivent au suspect la façon dont il voit le déroulement des faits. C'était le dernier jour d'école de l'année. Jessica avait fini tôt. J'ai oublié mes clés. Au moment de rentrer, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas ouvrir la porte de la maison. Elle appelle sa mère et elle tombe sur une de ses collègues. Elle laisse un message expliquant qu'elle n'a pas ses clés. C'est la dernière fois que Jessica donnera de ses nouvelles. Est-ce que Moncada sillonnait la ville en quête d'amusement? Une seule chose est sûre, son chemin croise celui de Jessica. Salut ma belle. Où tu vas? Je t'emmène? Non, ça ira. Toutes ses petites amies ont dit qu'il était violent quand il prenait de la méthamphétamine et qu'il buvait. Ça déchaînait sa rage. Qu'elle a été jetée de force ou non dans la voiture de Moncada, son destin a été scellé dès l'instant où elle l'a croisé. Propose ça à quelqu'un d'autre. Ça ira. Non, c'est bon. Lâche-moi! Lâche-moi! La peur qu'elle a dû ressentir en essayant de sauver sa peau, en essayant d'échapper à ce monstre, il n'y avait personne pour la secourir. Personne. Moncada la roue de cou et la viole. Pour la faire taire, il l'étrangle à mort. Le monstre est déchaîné. Il se débarrasse du corps et essaie de détruire toute trace de ses méfaits. Je refuse de répondre aux questions concernant cette affaire. Ok, c'est votre droit. Après toutes ces années, la vérité se dresse devant lui et il ne peut lui échapper. Quelques heures après notre départ, Derek est retourné dans sa cellule. Il a écrit une lettre à sa famille, l'a glissée dans une Bible et il s'est pendu. Dans sa lettre, Moncada déclare « La mort avant le déshonneur ». Il dit que sa mort n'est pas un aveu de culpabilité. Mais les inspecteurs et la famille de Jessica croient en ses actions et non en ses déclarations. Je ne savais pas trop quoi penser, parce que j'avais encore beaucoup de questions sans réponse.
Mais je me disais aussi qu'il valait peut-être mieux qu'elle reste sans réponse. Par un cruel coup du sort, Moncada est enterré dans le même cimetière que Jessica, non loin de sa tombe. Quand je l'ai su, ça m'a anéanti. Nick n'arrive plus à aller au cimetière. Et ça me brise le cœur de voir qu'on lui a retiré ça. C'est comme s'il l'avait perdu 2 fois. Pour se recueillir, Nick a trouvé son propre sanctuaire. Un endroit où il peut se souvenir des bons moments partagés avec Jessica. Nous sommes à Ida Holmes Park, à Livermore, dans le quartier où j'ai grandi. J'adore aller au pied de l'arbre où on allait s'amuser quand on était petit. J'aime passer du temps là-bas. Souvent, j'imagine comment ce serait si elle était encore vivante. Je pense qu'elle serait fidèle à elle-même. Je sais que sa famille compterait toujours autant pour elle, qu'elle ferait partie de notre quotidien à tous. Elle serait restée proche de nous, surtout de ses frères et sœurs. Voilà, il m'arrive souvent de rêver à ce qui aurait pu être. Et notre émission est maintenant terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chronique criminelle sur NT1. Bonsoir.